En théorie, ce qu'on dit, c'est que le patron donne l'instruction et ça va en bas. La réalité, c'est que celui qui coud, il sait beaucoup mieux comment va un vêtement que celui qui est dans un bureau tout en haut. Et pour moi, c'est pas un concept, c'est juste du bon sens. Alors tu portes aujourd'hui sur ton cœur la marque du coq sportif. Comment as-tu fait pour métamorphoser cette entreprise si emblématique aujourd'hui depuis ton arrivée en 2006 ? Je pense que quand on a affaire à un patrimoine culturel, un patrimoine humain qui représente des valeurs de sport énormes, des valeurs d'industrie énormes, des valeurs d'un pays en fait, il faut d'abord respecter le passé et les racines. Et je pense que c'est vraiment la recette aujourd'hui d'un retour et mettre en harmonie ces racines avec la famille de Yannick Noah et notre modernité aujourd'hui. Alors vous avez récemment inauguré l'extension de votre usine historique à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Comment as-tu réussi à relever ce pari, celui de relocaliser une partie de ta production en France ? On est souvent entre le génie et le stupide. Et donc quand je visite tous les lieux, parce que je voulais revisiter tous les lieux où le coq sportif avait produit, avait vécu, je tombe sur une usine qui était la dernière où ils étaient et qui allait partir en appartement. Et je suis avec la fille du fondateur, je vois ça et je dis faut tout arrêter, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Ça c'est ou le stupide ou le génie. Et ensuite on y met de la rationalité en se disant ok, partant de cette intuition, il va falloir que je la construise et que je la rationalise. Et donc la rationalité qu'on a mis là derrière, c'est de dire aujourd'hui, si je recommence le textile, puisqu'on n'avait pas de textile, on n'avait que 10 personnes, donc on avait tout à reconstruire. Si je dois faire du textile aujourd'hui, comment je le ferais d'une manière qui me plaît et qui fait du sens pour moi. De commander par ordinateur des habits à l'autre bout de la planète avec des gens que je ne vois pas travailler, que je ne sais pas dans quelles conditions ils travaillent, je ne sais pas comment ils vont traiter les matières et donc traiter la nature à ce moment-là. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose de peut-être plus sensé pour moi à faire. On a des écarts de prix, c'est vrai, de 30 ou 40% par rapport à l'Asie par exemple, quand on va importer. Par contre, on commence à avoir des crises, puisqu'on est en 2009, 2010, on commence à avoir des crises qui montrent que le business, il peut faire très fort pendant une semaine et tout d'un coup descendre. Alors que jusque-là, on avait des cycles qui étaient de croissance de 5%, ou légère décroissance de 2%, et ça durait 5 ans. On avait le temps de s'adapter. Et là, on se rend compte qu'on va être dans un monde où l'adaptation va être difficile. Ce qui nous pénalise financièrement le plus aujourd'hui, dans notre métier, c'est le stock. Et donc, s'il y a un cycle qui vient de plus en plus rapide, le stock va devenir l'enjeu principal et l'enjeu financier également. Donc l'idée c'était de dire l'écart de prix entre les 20 et 30%, je le paie en vendant avec une marge moins bonne au début, mais je le récupérerai à la fin parce que j'aurai pas d'overstock, j'ai pas de surstock, j'aurai pas des invendus. Donc je respecte financièrement une discipline qui va faire que, mais je dois attendre la fin et c'est peut-être pas au début que je l'ai. Et 2, on est la 3e industrie la plus polluante au monde. 50% de cette pollution, c'est les invendus. Si je coupe ça, je règle une grande partie des problèmes écologiques. Alors nous, c'est une petite goutte d'eau, mais disons que le système, en tout cas, il est pensé dans cet état d'esprit. Financièrement, écologiquement, ça doit matcher. Et c'est aujourd'hui ce qu'on peut dire, ça match. Oui. C'est possible. Donc aujourd'hui, sur le modèle textile, on a une marge qui est à peu près équivalente à ce qu'on peut trouver en Asie, grâce à la matière qui est faite en France, à des investissements dans les machines qui va aussi dans un sens écologique également, moins d'eau, moins d'énergie, mais qui sont financièrement beaucoup plus intéressantes aussi. Donc en fait, c'est cette méthode-là de coopération entre les uns et les autres qui nous permet d'avoir un système réactif, du coup un volume suffisant pour bien réindustrialiser en France. On a autour du bassin troyen une quinzaine de sous-traitants qui représentent 400, 500, 600 emplois en fonction de comment on va calculer ça, mais qui travaillent quasiment que pour nous. Et c'est du tricotage, c'est de la teinture, c'est des bandes rectilignes, c'est des chaussettes aujourd'hui, c'est des caleçons. Tout ça, c'est un écosystème qui est en France. Et puis, on a la confection, effectivement, qui est au Maroc. Donc Marc-Henri, je te cite, depuis 15 ans, cela fait au moins 25 fois que nous aurions pu renvoyer la production en Asie. Depuis ton arrivée en 2006, tu as réussi à engager un projet fort et qui fonctionne. Quelles sont les clés, selon toi, de cette réussite, de cet engagement ? Toujours l'humain.
Et avec maintenant ce projet olympique, naturellement, ça décuple les énergies. Et c'est la grande chance que l'on a dans notre activité, c'est d'avoir des équipes inspirantes, mais des individus aussi inspirants. J'aime bien parler de Tony Yoka parce que chaque fois qu'il gagnait un combat, il venait dans l'usine porter sa ceinture qu'il avait gagnée et montrer sa victoire aux couturières. Et quand on voit les gens, la satisfaction qu'ils peuvent avoir à montrer leur métier de couturière et à montrer le métier de tricoteur ou de teinture, c'est une grande fierté. Et je crois qu'on a simplement étouffé ça en disant « t'iras travailler à l'usine comme la pire des punitions ». Et en fait, on a besoin de ces métiers manuels. Donc on parlait des Jeux Olympiques. Vous allez accompagner ce magnifique événement planétaire. Quel sera votre rôle en fait? Vous allez, je pense, habiller les fédérations, l'ensemble des fédérations, je crois. Donc nous, le travail, il a commencé il y a 3 ans, en plein Covid. On a doublé la capacité de notre usine pour pouvoir fabriquer toutes les tenues de cérémonie, donc sur les podiums, du village quand ils sont en relax, tous les équipements de toutes les fédérations. C'est vraiment un travail en profondeur pour arriver à mettre au point tous les produits techniques. Et ça, c'est une prouesse des équipes, sachant que ce savoir-faire n'existait pas. Justement, c'est une question que je souhaitais te poser. Tes équipes réfléchissent depuis quelques années à produire autrement, avec le lancement de nouvelles gammes qui se veulent responsables et à faible empreinte écologique. Peux-tu nous citer peut-être quelques initiatives ou quelques pratiques? Ce qui pollue le plus, c'est quasiment le 50% de cette pollution, c'est l'invendu. Donc si on est déjà capable de régler ce gros problème, c'est un bon début. Le deuxième, c'est les teintures. Ça, c'est du colorant chimique à l'eau utilisée, à l'énergie. C'est le deuxième impact fort sur l'écologie. Le faire tout prêt, réinvestir dans des machines, trouver de nouveaux colorants, trouver des machines plus performantes, réinvestir dans des nouvelles machines, c'est moins d'eau, c'est moins d'énergie, c'est des colorants qui sont traités avec moins de chaleur. Tout ça, c'est en cours. Ça ne se voit pas, mais c'est toutes des choses que vous pouvez aller visiter dans l'usine et vous allez les trouver. Tu as réussi aussi à dépasser finalement les schémas de l'ancien monde, ces schémas délétères qui nous épuisent, qui épuisent aussi notre planète, pour aller vers une autre forme de leadership. Moi, j'appelle ça un leadership éclairé, un leadership plus bienveillant, un leadership plus humain, qui a un impact dans ton entreprise, au sein même de ton entreprise. Comment ressens-tu cet impact en termes de performance, en termes de motivation, en termes d'engagement, en termes de sens aussi que chacun finalement met dans son travail au quotidien? Une entreprise, en théorie, ce qu'on dit, c'est que le patron donne l'instruction et ça va en bas. La réalité, c'est que celui qui coud, il sait beaucoup mieux comment va un vêtement que celui qui est dans un bureau tout en haut, qui n'a jamais touché un textile. La question, c'est comment aujourd'hui on valorise depuis ceux qui savent et qui fait remonter l'information. Et ça, psychologiquement, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et pour moi, c'est pas un concept, c'est juste du bon sens. Merci. Donc Marc-Henri, je te cite, le Coq Sportif est une marque engagée en faveur d'un sport durable et inclusif. Vous avez créé votre propre école, l'école de la seconde chance. Peux-tu juste nous en dire effectivement 2 mots? Quelle est ton intention à travers la création de cette école aujourd'hui? Alors on a commencé par un magasin, c'était déjà en 2008, qui est sous forme d'un factory outlet qui chaque année intègre une quinzaine de personnes. Ils sont à l'aide sociale, soit ils ont eu un vrai problème d'intégration, ça peut être la drogue, mais ça peut être aussi des réfugiés qui n'ont jamais fait d'école, qui arrivent à 30 ans et qui ont besoin d'un papier de démarrer. On a un magasin qui me tient à cœur depuis le début. À travers ça, je voulais montrer que le travail, c'est un lieu d'inclusion. On a tous besoin de prouver qu'on est talentueux quelque part. Et j'adore, on est avec Café Joyeux depuis des années, j'adore ce truc-là. C'est des gens extraordinaires, ces autistes, et ils ont besoin d'un terrain d'expression. Et quand on leur donne un terrain d'expression, allez boire un café au Café Joyeux, vous allez ressortir illuminé comme jamais. J'avais commencé par ce magasin pour montrer que c'était possible. On a fait un centre logistique avec également des gens en déficience mentale. Il y a aussi la partie métier, manuel. Donc on a créé notre propre centre de formation, puisqu'il existe finalement très peu de choses, je trouve, en France qui permettent ces passerelles entre une école et un métier manuel. Donc là, depuis 2 ans, on a notre école de formation. C'est une vingtaine de personnes là qui sont sorties. 60 ou 70% de taux d'engagement dans l'entreprise ensuite. C'est une vraie utilité. C'est tous horizons, des jeunes, des plus anciens, des reconversions, des nouveaux métiers, des dames qui n'avaient jamais travaillé et qui se mettent au travail. C'est formidable, on a tout. Pour conclure notre échange, Marc-Henri, j'aimerais te proposer de finir cette phrase. Il est temps de... s'aimer. Merci beaucoup Marc-Henri, merci d'avoir permis ce moment ensemble, merci de ce temps d'échange ici, merci pour ce que tu es,
Merci pour ce que tu transmets aussi à travers cette marque si emblématique. Et bravo, merci encore. Merci, il faut leur dire à eux merci tout de suite.